BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30. Merci d'être là en ce mercredi soir. Heureux de vous retrouver en direct à la radio, à la télé. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Et notez encore une fois le nouvel horaire de Tech Co pour cette nouvelle saison et cette rentrée. 19h30, 21h, tous les soirs. Et puis après, bien sûr, les replays, les podcasts qui vous attendent. Nous allons plonger dans 90 minutes de tech, comme chaque soir, avec au sommaire ce soir, dans Tech Co, la quotidienne. On va revenir sur le mercato des chercheurs en IA. Mark Zuckerberg avait sorti son chéquier pour attraper les meilleurs d'entre eux. Figurez-vous que certains ont décidé de revenir chez OpenAI à la concurrence. Que se passe-t-il? On va essayer d'écrypter tout ça. Et puis, une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Spotify. On va pouvoir s'échanger des messages avec une messagerie qui arrive. Pourquoi faire? Là aussi, on va essayer de comprendre. Et puis, on fera un point aussi sur les voitures autonomes. Stellantis met un coup d'arrêt sur la voiture autonome. En tout cas, ne va pas aller très très loin dans le degré d'autonomie. Et puis d'un autre côté, on se rend compte que certains acteurs étrangers vont arriver avec des véhicules autonomes, notamment en Europe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez vu, voilà, on souffle le chaud et le froid concernant la voiture autonome. On en parlera tout à l'heure. Merci d'être là. Encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour Tech Co, la quotidienne. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech, comme chaque soir, avec sur le plateau de Tech Co, en ce mercredi soir, Fanny Bouton qui est là. Salut Fanny. Salut. Bienvenue Fanny. Fanny Bouton, directrice quantique chez OVH Cloud. Eh oui, comme quoi. Hein. Beaucoup de choses sur tes frêles épaules, ma chère Fanny. Un sujet du futur. Un vrai sujet du futur, mais qu'il faut déjà poser. Et puis comme on dit, le quantique, c'est... Fantastique. Fantastique, il y en a un qui suit, c'est Frédéric Simotel, ça fait plaisir. Tiens, il est là. Comme le plastique. Bonjour. Salut Jérôme. Bonjour François Sorel, bonjour à tous. Épanoui, frais comme un gardon, bronzé comme il faut. Jérôme Colombin, c'est le retour dans Tech Co. Salut Jérôme, ravi de te retrouver. Pareillement. Journaliste, créateur du podcast Monde Numérique et évidemment... spécialiste de tout ce qui touche à la tech. Et ce soir aussi, Frédéric Simotel. Salut mon Fred. Hello à tous. Journaliste à BFM Business. Bon, pas mal de sujets ce soir. Hein. On va passer 1h30 ensemble pour décrypter l'ActuTech. Alors, vraiment qui est arrivé il y a quelques minutes, et puis on va revenir aussi sur des sujets un petit peu plus de longue traîne, comme on dit, qui se sont déroulés tout au long de cet été. Et on va commencer par le coup de pression pour Nvidia, qui publie, vous le savez, ses résultats ce soir après bourse, dans quelques minutes, et sa rivale chinoise qui s'appelle Cambricon vient d'enregistrer en fait un bénéfice record au premier semestre de 140 millions de dollars. Alors évidemment, c'est des chiffres encore modestes face à ceux réalisés par le géant américain des semi-conducteurs, mais qui annonce quand même un nouveau sursaut chinois dans le secteur. Les explications de Héline Lefaou, et on revient après sur ce plateau, bien sûr. Cambricon a tout pour prétendre au rôle d'alternative à Nvidia, un chiffre d'affaires multiplié par 44 sur un an et une action en hausse de 120% cette année, l'équivalent de 76 milliards de dollars de capitalisation. Elle est même devenue brièvement la société la plus valorisée à la bourse de Shanghai, devant le géant des spiritueux Mutai. Cambricon prévoit maintenant de lever 700 millions de dollars pour développer ses puces IA et ses logiciels de modélisation linguistique, une ascension qui illustre surtout les nouvelles ambitions de la Chine dans sa course aux puces IA avec les États-Unis. Pékin a notamment demandé aux grandes entreprises du secteur, dont ByteDance et Tencent, de réduire leur dépendance à Nvidia et privilégier les puces locales. Huawei, SMIC, les candidats sont nombreux alors que la Chine veut tripler la production nationale de processeurs d'intelligence artificielle dès l'année prochaine. L'enjeu reste de rattraper le retard technologique face à Nvidia. La semaine dernière, DeepSeek a reporté son nouveau modèle d'IA après avoir notamment misé sur des puces Huawei plutôt que sur celles du géant américain. Alors, on parle beaucoup du réveil technologique de la Chine, mais on se réveille, autant vous dire que ça y est, ils sont à la mi-journée depuis un long moment quand même. Et on se rend compte dans tous les domaines, on parle beaucoup de robotique, on parle évidemment d'électronique grand public, de smartphones, etc., mais aussi l'intelligence artificielle. Le meilleur des exemples, c'est DeepSeek, dont la dernière version est sortie et paraît-il, alors j'ai pas eu le temps de la tester, mais qui est tout aussi performante. La version 3.1, oui. Voilà, que GPT-5 notamment. C'est puissant. Et donc, visiblement, la Chine est en train aussi de creuser son sillon dans les processeurs, en fait.
attention, ils ont quand même 4 ou 5 ans de retard par rapport à Nvidia. On s'emballe un peu, mais tu vois, ils arrivent à peine aux limites du H100 de Nvidia. Alors, et puis il faut voir combien de processeurs il faut pour concurrencer un seul Nvidia. Ils n'ont pas tout l'écosystème. Tu sais, ce qui fait la puissance aujourd'hui de Nvidia, c'est le CUDA. Hein. Là, ils n'ont pas toute la puissance de cet écosystème. Donc oui, ils sont en train d'essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Mais de là à dire que Nvidia peut être inquiet par Cambricon, oui, ils peuvent être inquiets parce que le marché chinois est en train de se fermer à Nvidia. Hein. Les Tencent, ByteDance, tout ça. On leur dit, écoutez les gars, utilisez de moins en moins. Et puis Trump surtout oblige Nvidia à ne pas vendre les puces de dernière génération à la Chine. Même le gouvernement chinois a dit à ces géants, Nvidia, on n'est pas sûr qu'ils nous écoutent. Enfin, il a fait le même, on riposte. Hein. Mais donc voilà, donc faut faire un peu attention à tout ça. Maintenant, 4-5 ans de retard, ça peut se rattraper aussi. Enfin, en partie, ça va assez vite aussi à rattraper. Mais voilà, il faut regarder ça de près parce que c'est quand même un nouveau concurrent qui arrive. Ils l'ont dit, des très bons résultats, mais capacité de production limitée, toute la logistique n'est pas encore là. Les machines, ils n'ont pas des machines aussi puissantes que la ASML, enfin que ce que fait ASML. Donc voilà, c'est pas encore le concurrent. Ne sous-estimons pas la débrouillardise des Chinois. Voilà, quand même, c'est ça. C'est mais pas le concurrent d'Nvidia, mais c'est ça le vrai sujet. C'est le fameux laser qui permet de graver les transistors le plus finement possible. Ça reste un gros sujet qui est politique et qui est important. C'est Taïwan et le fait de pouvoir avoir accès à ces technologies et qui reste un risque d'annexer à un moment Taïwan parce que ces lasers, c'est une machine, ils sont produites en France, en Europe, c'est laser, pardon. ASML. Voilà, la ASML, et qui ne peuvent pas être vendus aux Chinois. Les Chinois ne peuvent pas l'obtenir, ne peuvent pas l'acheter, même s'ils mettaient les millions. Et ça, c'est un vrai problème pour eux. Et pour je suis sûr qu'il y en a qui se vendent sous le manteau. Alors bon, il faut avoir un gros manteau parce que c'est des grosses machines. Voilà, il y a des choses comme ça, même en rétro-engineering, c'est pas si facile que ça à obtenir, c'est très contrôlé et ça reste un des vrais sujets politiques actuels qui doit être suivi. Mais en effet, il y a encore une grosse différence. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, ils investissent et ils essayent de rattraper et qu'ils vont continuer, il faut pas se leurrer. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, on parle souvent de Huawei quand on parle de puces. Hein. Et pendant plusieurs années, Huawei a été sanctionné par les États-Unis, n'avaient pas accès aux dernières puces Qualcomm, ce qui fait que pendant des années, ils n'ont pas eu la 5G. Et puis d'un coup, paf, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à créer des puces de quelques nanomètres. Alors, c'est pas 2, 3, c'est 7 nanomètres, mais ils sont arrivés à faire un smartphone hyper performant avec la 5G et tout ce qu'il faut dedans, quoi. Puis en plus, si tu mets ça en corrélation avec, par exemple, DeepSeek, dont la particularité est d'être un peu moins gourmand que GPT, etc., il y a une certaine cohérence. Après, est-ce qu'ils ont vraiment des ambitions d'exportation avec ces produits-là? C'est pour le marché local. Donc finalement, c'est la tendance qu'on observe dans pas mal de pays ou qu'on aimerait observer, y compris en Europe, d'aller vers un peu plus de, comment on appelle ça, production locale. Voilà, production locale, souveraineté, etc. Et en plus, parce qu'il y a un discours là-bas, alors c'est marrant parce que c'est complètement l'équivalent du discours qu'il y avait à un moment aux États-Unis. J'en ai discuté plusieurs fois avec une journaliste chinoise qui intervient régulièrement dans Monde Numérique, dans mon podcast, et qui me disait que Nvidia en Chine est accusé de mettre des backdoors et de mettre des spyware, etc. Ah ouais? Mais c'est ce que je viens de te dire. Oui, tu l'as glissé d'une phrase, mais je pense qu'il y a... Non, mais je sais pas, t'as vu, t'es moins convaincant que je... C'est dingue. Je sais pas pourquoi. Tu l'as dit trop vite, Fred. C'est peut-être ces nouvelles lunettes. Mais moi, j'ai entendu, par contre. Qui nous hypnotisent. Non, par contre, il y a une chose où et là, comme le dit Jérôme, les Européens devraient bien s'en inspirer, c'est le côté, alors, frugalité, parce qu'ils vont essayer de jouer sur l'efficacité énergétique, et surtout le côté travailler sous contrainte. C'est-à-dire, les Chinois, on va leur dire, écoutez les gars, on n'a pas du Nvidia, on a Cambricon, débrouillez-vous mais faites-nous des choses. Et ça, voilà, tu sais, c'est comme les développeurs d'aujourd'hui qui développent avec du cloud, tout ce qu'il faut, alors qu'il y a plusieurs années, moi qui fais des études d'ingénieur, on devait développer sur une puce comme ça, c'était la recherche, pour la batterie, c'était tout petit, tu avais vraiment des contraintes, il fallait te débrouiller, et tu n'avais pas des serveurs à disposition pour du cloud, de la puissance. Et là, c'est peut-être là où les Chinois vont être un peu plus inventifs, ils l'ont montré avec DeepSeek, même si on s'est fait un peu des films, parce que DeepSeek, ils ont mis quand même beaucoup d'argent, mais quand même, ils ont réussi quelque chose de pas mal. Moins qu'OpenAI, on est d'accord. Et puis la puissance, rien que le marché local, voilà, le nombre d'entreprises locales qui vont pouvoir fournir, ils vont apprendre. Donc voilà, donc
Oui, le marché chinois se ferme un peu pour Nvidia. Maintenant, la concurrence technologique, on attendra un petit peu. Bon. Et en tout cas, ils avancent clairement. Et quand tu vas dans les villes chinoises ou asiatiques et quand tu vois les évolutions qu'ils ont, et ils se freinent pas sur plein de choses. Ils sont sous contrainte, mais ils se freinent pas de tout un tas de façons. Et on peut avoir l'impression qu'on prend du retard en Europe, mais aussi aux États-Unis sur certains sujets. C'est hyper intéressant de voir qu'il y a deux vitesses. C'est pas que l'argent ou la meilleure technologie qui fait que tu peux réussir à transformer ton pays. Et ils ont cette force-là, cette volonté-là d'emmener les gens. Je pense qu'il faut qu'on regarde très attentivement ce qui se passe. Il y a un truc qui est incroyable. Il y a des choses à apprendre. C'est la robotique, en fait. Ouais. Ils sont en train de creuser un écart avec l'Europe et même les États-Unis dans la robotique qui est impressionnant. Alors, il y a Unitree, mais des Unitree, il y en a plein. Il faut aller voir la semaine dernière, il y avait des championnats. Tu as vu, il y avait des championnats dans un stade. On voyait les robots courir. C'était des sortes de pas de jeux olympiques. En fait, ils s'amusent à faire des marathons de robots qui courent. Mais on en parlait, souviens-toi. Regarde, il y avait du saut en longueur, du saut en hauteur. Ils ont fait plein d'épreuves. Il y avait beaucoup de chutes aussi. C'était rigolo. Il y avait de la casse. Il y en a un qui a foncé dans un humain, en fait. Ouais. Souviens-toi de Bruno Bezzoni en 2006 quand il commençait à vendre ses NAO qui disait en 2018 on aura des Coupes du Monde de robotique, etc. Bon, on n'y est pas arrivé. Mais il y a toujours eu cette ambition-là de faire des JO, des tournois de foot, et la Robocup World existe depuis 2006 au moins, parce que moi j'avais commencé à les suivre à cette époque-là, et c'est vrai que c'était rigolo. Et là, quand on voit les progrès, qui jouent au foot, c'est ça ? Oui, c'était des petits joueurs, et puis après ils ont commencé à grossir. Le truc, c'était d'arriver à mettre des buts. Maintenant, ils font même des sports d'équipe où ils arrivent à faire bouger plusieurs robots en coopération. Alors souvent, ils sont encore télécommandés, etc. Oui, ils sont pas autonomes. On est loin de la promesse de 2018, des robots battront l'équipe de foot. Mais ça progresse, c'est intéressant. Après, bon, tant qu'on n'aura pas résolu le problème des batteries, ils auront toujours que 10 minutes d'autonomie, il ne faut pas se leurrer. Non, et n'oublions pas aussi en Chine, c'est le nombre d'ingénieurs qui sortent chaque année, quoi. Enfin, dans tout ça, il y a quand même il y a des cerveaux, il y a des gens qui vont avoir plein d'idées et tout ça. Donc, il faut... ça va plus vite aussi de ce côté-là. Et des ingénieurs qui sont formés en plus par des boîtes comme Apple, c'est Cédric Ingrand qui nous racontait ça, qui nous disait que en fait, Apple a investi ces 10 dernières années des milliards et des milliards dans la formation en Chine pour pouvoir justement fabriquer des millions et des millions d'iPhone. Et ce vivier d'ingénieurs chinois, au bout d'un moment, partent d'Apple. Ils vont chez Oppo, vont chez Huawei, etc. Et en fait, tout ce qu'ils ont, toute leur expérience acquise, la partagent avec d'autres boîtes qui, cette fois-ci, sont chinoises. Mais c'est ce qu'avait dit Tim Cook. Tim Cook avait dit, vous savez, je vais en Chine pour les prix où il y a un peu, mais je vais surtout pour les compétences des ingénieurs, et j'en ai à profusion, quoi. Donc là... Je pense qu'il faut regarder, et nous, on devrait s'en inspirer un petit peu. Et l'Europe dans tout ça, bon... Elle pleure. On va reparler des voitures tout à l'heure. On parlera des voitures tout à l'heure, oui, c'est vrai. Voilà pour Cambricon, en tout cas un nom de boîte de Saint-Fondeur, en fait, Cambricon, c'est quoi ? Ah oui, ils font... Alors, ils sont vraiment c'est un peu le Intel chinois, c'est ça ? Et puis, ils sont vraiment sur le marché... Non, parce que c'est vraiment le GPU, c'est le Nvidia chinois. C'est le Nvidia chinois, ils ne font pas comme Intel. Et puis, ça nous permet aussi de dire qu'on attend ce soir les résultats de Nvidia. Oui. Et on va voir un peu... alors certains disent qu'ils vont avoir une variation de leur capitalisation de 260 milliards, dans un sens ou dans l'autre, on ne sait pas. Ils sont à 4000 aujourd'hui. Je pense qu'ils vont être bons, non ? Oui, le résultat pas trop de soucis pour Nvidia. Autre sujet d'actualité, puisqu'on parle évidemment beaucoup d'intelligence artificielle dans Tech & Co, c'est ce mercato de l'IA qui a enflammé l'été et allégé de quelques centaines de millions le portefeuille de Mark Zuckerberg. Mais bon, cela dit, quand vous gagnez plus de 10 milliards, quand vous avez des résultats de plus de 10 milliards par trimestre chez Meta, finalement, c'est pas bien grave. Rappelons quand même l'histoire, on rembobine un petit peu la cassette. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, pour se payer les meilleurs ingénieurs, Mark Zuckerberg a fait son mercato, a tapé aux portes de OpenAI, d'Apple, etc. Et il leur a proposé le porte-monnaie. Voilà, des ponts d'or, 100 millions, enfin des primes de 100 millions à l'embauche, et après 100 millions de dollars par an de salaire. Vous vous rendez compte, c'est des sommes qui sont plus importantes que les mercatos des footballeurs, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, petite mise à jour, certains ingénieurs qui ont été donc débauchés d'OpenAI, etc., et qui sont arrivés chez Meta, au bout de quelques semaines, décident de repartir de chez Meta. Ouais, mais alors apparemment, pour avoir fouillé un peu dans la presse américaine, savoir ce qu'ils disaient là-dessus, attention, parce qu'il semblerait que ce soit surtout des ingénieurs de la première vague
C'est pas les tout derniers débauchés avec les ponts d'or. C'est ceux qui ont été débauchés à 2 millions, 3 millions. C'est ceux qui étaient au SMIC. C'est ceux qui étaient au SMIC du risque. Voilà, donc, Mais du coup, effectivement, ces chiffres démesurés pour les nouveaux venus, on peut penser que ça doit créer certaines tensions en interne, et ce qui serait logique. Et puis il n'y a pas que ça, parce qu'apparemment, le nouveau big boss là, qui a été embauché, Alexander Wang, c'est ça ? Oui. Serait apparemment plutôt quelqu'un qui serait sur une logique de recherche fermée, etc. Et finalement assez différente de ce qu'a toujours fait Meta, qui privilégiait plutôt la recherche ouverte. Et ça, c'est plus des raisons idéologiques que financières, mais il y a certains ingénieurs à qui ça ne plaît pas, ça leur convient pas. Ils sont plus, ingénieurs ou chercheurs. Hein, c'est plutôt des chercheurs, hein, je crois, dont on parle. On parle de chercheurs. Oui. C'est ça, hein, c'est des chercheurs, c'est pas des ingénieurs. Et eux, ça leur plaît pas cette logique un peu trop propriétaire, fermée. Ils étaient dans une dynamique beaucoup plus de collaboration, d'open source et autres. Et ça pourrait être aussi l'une des explications du fait qu'il y en a certains qui décident de lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus en phase avec la direction que prend l'IA de Meta. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, finalement. Non, il n'y a pas que l'argent. Et tu as un autre truc qui est très réputé quand tu regardes bien côté ingénieur et chercheur aussi dans les grands groupes, c'est des fois on recrute à très haut salaire pour empêcher le concurrent d'avoir, mais du coup ces gens-là n'ont pas forcément un boulot intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur donne un salaire, mais ils sont limite payés à rien faire. Et quelqu'un qui est capé, qui a un cerveau, qui a envie de s'en servir, il y a une frustration qui s'installe. C'est marrant quelques mois, une ou deux années. Au bout d'un moment, il a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, et donc ces gens-là ont besoin d'être face à des gens brillants aussi, et des fois ils se retrouvent tout seuls dans des bureaux, et pour en avoir croisé, y a un moment, oui, on préfère retourner aller bosser avec des valeurs et avec des choses qui vous animent, hein, c'est clair. Oui. Alors, il y a Avi Verma, Ethan Knight et Rishab Agarwal. C'est un article de l'usine digitale que je vous invite à lire. Donc, ces trois chercheurs étaient chez OpenAI, ont été débauchés par Meta, mais comme tu le dis, peut-être avant ce coup d'éclat d'embaucher des chercheurs à des tarifs, à des salaires monstrueux, et qui vont retourner chez OpenAI. Où les salaires ne doivent pas être dégueux non plus, hein. Je pense. Et puis, chez OpenAI, ils ont tous une prime de 1 million d'euros. Là, donc, c'est pas 200. Mais c'est pas 200. C'est le 13e mois, ça. Oui, c'est le 13e mois. Mais non, puis en plus, il y a une chose aussi, c'est que Meta a réorganisé un peu, en 4 parties. Là. Il y a la partie recherche fondamentale, la partie produit, la partie, j'avais noté ça, la partie infrastructure et la partie super intelligence. Et après, comme tu dis, selon où on est affecté, est-ce que le chercheur, tout d'un coup, il se dit « Ah, mon équipe, elle a été mise dans la partie super intelligence. Ah non, moi, je préfère être dans la recherche fondamentale. » Il y a ça. Il y a aussi une concurrence. Alors là, ce que j'avais regardé, moi, dans les profils qu'il allait chercher, c'est qu'ils étaient quand même... c'est comme une équipe de foot, quoi. Un club il va pas embaucher 6 avant-centres. C'est-à-dire, il va en embaucher peut-être 2 pour qu'il y ait un peu de compétition. Puis après, il va essayer de combler tous ses postes. Bon, ils ont fait un peu la même chose. Ils n'ont pas pris que des profils identiques. Mais il y a peut-être aussi des notions là où, tout d'un coup, on se dit, ah bon, moi je vais être sur la partie produit, ah j'aurais préféré, ah oui, mais nous on estime que toi tu as les compétences. Oui. D'accord. Donc, après, tu n'es pas mis à l'écart, tu te mets à l'écart parce que tu n'es pas d'accord et tu t'en vas finalement. Et puis, il suffit que Sam Altman t'appelle en te disant, reviens. Tu vas voir, ça va être super. Et puis on l'a vu, Sam Altman a été le premier à partir, à revenir. Il avait quitté OpenAI. C'est pas pour les mêmes raisons. La volatilité ça veut dire, talent. Oui, ça veut dire que c'est pas gênant. Nous, on dirait, mais le type, il s'en va, il revient en 15 jours. Oui, leur patron avait fait ça pour d'autres raisons. Mais il y a même au moment où les Meta et autres il y avait eu des grandes vagues de licenciements, et ils en ont viré, ils en ont rembauché. Moi, je connais notamment un ingénieur de Meta qui avait fait partie d'une charrette et qui était réembauché 6 mois ou 1 an après. HP, il y a 10 ans à Grenoble, c'est ce qui s'est passé. Ils ont un grand plan social et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils en avaient. Avec des gens à qui ils ont fait des gros chèques et finalement, 6 mois après, ils en ont rembauché plein. Tu fais plaisir aux actionnaires pendant un temps et puis hop, après, tu rectifies. On a quand même besoin d'eux. Là. Après, c'est pas non plus tu disais, ils se retrouvent dans des bureaux, ils s'ennuient. Certainement, il y a des cas, mais il y a aussi quand même dans ces boîtes-là, et notamment chez Meta, de la mobilité ou des possibilités de mobilité. Et c'est dans les pratiques aussi de passer d'un service à un autre. Là, les grands
les 50 là qu'il a essayé de recruter, on parle d'une cinquantaine de personnes, c'est vraiment des gens qui sont en râteau juste sous Zuckerberg. Hein. Ouais. Ils sont vraiment, ils dépendent vraiment de lui, ils sont même physiquement autour de lui. Voilà, c'est pas des gens qu'on va répartir, qu'on va envoyer un peu à droite à gauche, parce que justement pour mettre tout ça en place, il a besoin de les avoir sous la main, de discuter avec les uns, de se nourrir de ce que disent les uns pour affecter des tâches aux autres. C'est sa team chouchou là en ce moment. Oui, hein. voilà, c'est ça. Il a viré tous les gens du métaverse. Il n'a pas fait que des bons paris. Il a le workplace en tout cas. Bon, justement, c'est la transition que je voulais entamer avec vous, puisqu'on est dans on va dire les faux pas de Mark Zuckerberg. Restons-y avec Workplace. Est-ce que vous connaissez Workplace ? Alors, nous, oui, parce que finalement... C'est la vraie question. Dans l'actualité, non. Mais dans l'actualité, comme on suit l'actualité, on en a entendu parler, c'est vrai. Mais finalement, est-ce que le kidam, est-ce que on va dire l'utilisateur de Facebook et de Meta connaît Workplace ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas persuadé. Et pourtant, ça partait d'un constat assez intéressant de la part de Mark Zuckerberg. Des milliards d'utilisateurs, faire une version pro de Facebook avec des outils un peu à la Microsoft pour, tu vois, voilà, une suite logicielle, etc. Pourquoi pas ? C'était sur le papier, c'était séduisant. Souviens-toi qui a été recruté pour le mettre en place à l'époque. C'était Julien Codorniou qui venait de chez Microsoft. C'est vrai. Qui maintenant est investisseur. Notre Frenchie, Julien Codorniou. Exactement. Donc, et c'était un énorme challenge de comment aller dans les entreprises avec un outil qui est déjà adopté dans les foyers et transformé. Et c'était un beau challenge. Mais parce qu'en fait, ça montre que c'est pas si difficile de faire du B2B. Google a réussi cette transformation. Aujourd'hui, les suites de travail de Google fonctionnent bien. Il y a plein de gens qui payent pour ça. Oui, mais Google et Zuckerberg, il y a 10 ans, a dû se dire pareil. Voilà. Oui, à part que Google a vraiment copié le côté Office, c'est-à-dire avec le Word, Excel et tout ça, Mark Zuckerberg, avec Workplace, a vraiment voulu recréer le Facebook d'entreprise. Avec des outils, tout ça. Il a vraiment voulu adapter tout ce qui était le réseau social pour les entreprises. Pour l'entreprise. Et après, il y avait pas mal de choses qui étaient pas mal. Hein, dans le recrutement, tout ça, ça marchait super bien pour aller chercher les bons profils et tout ça. On dit, tiens, je me souviens d'exemples qui disaient, je veux recruter pour un magasin qui s'ouvre, qui veut recruter des gens qui habitent à moins de 20 km, qui sont passionnés de sport parce que c'est un magasin de sport et qui aiment tel type de musique parce qu'on veut des gens un peu trendy ou je ne sais quoi. Ça marchait très bien. Et puis derrière, il y avait tout un tas d'outils. Hein. Il n'y avait pas que d'outils bureautiques. Mais voilà, c'est... Et ils ont signé quelques beaux contrats, quelques grosses marques à l'époque. Mais... À l'époque flamboyante de Facebook. Voilà. Mais répliquer, scaler ce modèle-là, arriver à l'implanter en entreprise, rassurer, ils l'ont pas poussé. Ils avaient, tu dis, des clients. Il y avait Danone, apparemment, Club Med et Virgin Atlantic notamment. Mais à quelle échelle est-ce que ça veut dire... utilisé dans une grande chaîne télé française quand je faisais des formations. D'accord. À l'époque de TF1. C'était un outil, mais c'était l'outil officiel, obligatoire, ou c'était un outil parmi d'autres ? C'était un outil parmi d'autres, mais c'était quand même un des outils qui était utilisé pour échanger sur pas mal de... Mais ça servait à quoi ? C'est l'intranet. C'est l'intranet. Ouais, c'était une espèce d'intranet, d'échange. Tu pouvais mettre tes petites annonces, comme tu pouvais parler d'un projet que tu voulais monter sur l'intrapreneuriat. C'était beaucoup le moment où on montait des entreprises en interne. On cherchait des collaborateurs pour créer des startups à l'intérieur du groupe. Il y avait des choses comme ça qui étaient... Ça marchait très bien. Et c'était vraiment l'intranet interne, mais avec les solutions, ce qui marchait sur la partie grand public. Et puis malheureusement, je pense qu'ils ne l'ont pas non plus beaucoup poussé. Et puis derrière, Microsoft a commencé à dérouler les Teams, les Slack, on a vu tout ça arriver. Et puis, c'est trop d'outils. Et puis je pense que... Et puis la priorité, peu à peu... Julien Codorniou parle justement de cet échec aux Échos, puisque tu disais, il a été à l'origine, en fait, de la mise en place. Oui. Il a dit quand on vient du B2C, il est difficile de faire du B2B. Oui. Et c'est vrai que Facebook, c'est du B2C au début, et c'est vrai que la transformation est compliquée. Et lui a dit, au bout d'un moment, j'ai pas réussi à convaincre Mark Zuckerberg qu'il fallait investir beaucoup, en fait, dans Workplace. Pas vraiment, tu prends une division entreprise, tu dis voilà, on a une division qui va vivre sa vie avec son budget, sa réussite et tout ça. Mais si tu gardes ça sous le grand chapeau Meta aujourd'hui, non, on le voit bien, il a d'autres chevaux de bataille. Avec Jérôme, on avait goûté à Workplace VR, tu te rappelles ? Ah oui, la version VR avec l'Oculus, oui. Ouais. Moi, j'adorais. C'était pas mal, d'ailleurs.
Est-ce que ça va disparaître, ça ? Je me pose la question, parce que c'était Workplace. Alors pour le coup, ils ont développé... Il y a tout un plan de migration. Ouais, mais c'était pas seulement, c'était même pas vraiment un outil B2B, si un petit peu, mais ils ont beaucoup développé le côté divertissement, etc. Ouais, c'est vrai. Dans la VR. En gros, on mettait notre masque et on se retrouvait tous les deux dans une salle de réunion très design, etc. Mais on était des avatars un peu ridicules. Alors c'est rigolo, mais bon, est-ce que tu peux faire des réunions de travail sérieuses ? Ça a été aussi au moment pendant la période du Covid où moi j'ai vu beaucoup de startups qui essayaient, c'était toute l'arrivée du métaverse et tout, mais c'était on va se retrouver physiquement autour d'une table dans le monde virtuel et on remet les gens autour d'une table. Bon, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas nécessaire et que c'était même plus agaçant qu'autre chose. Et puis le problème aussi, quand tu lances comme ça un outil B2B, c'est le modèle économique. Parce que, aujourd'hui, Meta, la poule aux œufs d'or, c'est la pub. Mais si tu lances un workplace, il faut trouver un modèle économique. La pub, c'est compliqué, il faut payer les gens. Mais on le voit bien. Meta a du mal à soutirer de l'argent aux gens, finalement. Parce que ça a été le problème. C'était je viens du B2C et comment je transforme ça et je vends ces licences-là. Et ça paraît. C'est pour ça que je dis vraiment, soit tu crées vraiment un business à côté qui est chapeauté par un même patron, mais c'est vraiment un univers. On le voit dans les médias. Nous, on est une télé gratuite. On voit que c'est pas du tout la même chose qu'une télé payante avec abonnement et tout ça. Et même si ça paraît tout bête de dire, bah non, il y a quand même des abonnements en place. Non, c'est pas la même chose. Et l'image c'est-à-dire quelqu'un qui paye pas Facebook, tout d'un coup on lui dit, bah, il y a Facebook Entreprise, il faut payer tant par utilisateur. Il va se dire, oui, mais moi Microsoft, je paye pas autant. Enfin, j'ai déjà mon Microsoft. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Les abonnés payants sont toujours beaucoup moins nombreux que les abonnés gratuits. Hein. Pas que les utilisateurs gratuits. Donc il faut arriver à trouver une masse critique. Je pense que Jean Codornier, il a bien dit ça. Il fallait une vraie volonté de dire on veut une division entreprise, on lance le truc et puis ça déroule et puis on verra et puis on continue la vie de Facebook. Après, donc c'est en 2026 qu'ils vont fermer la boutique, c'est ça. Mais ça va quand même peut-être être un problème justement pour les entreprises concernées parce qu'elles vont devoir trouver d'autres outils. Et il propose tout un plan. J'ai regardé. Il y a tout un plan de migration. Après ce que j'ai compris, c'est fin août. Ah bon, mais il n'y a pas un truc qui va jusqu'en 2026. Complète 2026. Ah oui, ils doivent commencer à arrêter. À mon avis, tu ne peux plus t'inscrire. Ça va être progressif. Et il y a tout un... C'est les plans de fin de vie des produits. À un moment, ça s'arrête. Il me reste 2 jours pour m'inscrire à Workplace. Mais après c'est comme tout. Tu as tout un ensemble de choses. On te renvoie vers telle solution, on te propose le plan de migration, tu as des sociétés de services qui vont travailler autour de ça. Voilà, Mais il y aura c'est peut-être une opportunité pour des concurrents, y compris des concurrents européens ou français. Enfin, je sais pas, moi, ça me faisait penser notamment à... une que je connais parmi d'autres, c'est Waller, la société Waller qui propose un outil comme ça. Il y en a d'autres. Là, il renvoie vers Zoom. Ouais. Vers Zoom. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est américain. Écoutez. Ça s'appelle WorkVivo, et c'est Zoom qui fait ça. Ah oui. Et qui est dans l'univers B2B. On rajoutera, écoutez, cette petite pierre tombale dans le cimetière des technologies qui n'ont pas marché. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. C'est comme ça. Qui ont marché, enfin qui marchaient, hein, ça marchait, mais voilà, c'était pas une priorité. Oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est un partout balle au centre, parce que Google avait planté son Google+, Facebook a planté son l'équivalent de Google Docs. Il est bientôt 20h, les amis. Toujours Fanny Bouton avec nous, Jérôme Colombin, Frédéric Simotel. Dans un instant, on va revenir pour notre deuxième partie de ce débrief de l'ActuTech. Imaginez pouvoir, grâce à une IA, créer votre propre série télé et donner des indices pour que le prochain épisode ressemble à ce que vous aimeriez voir. Un truc de dingue. Ah, Jérôme n'est pas tout à fait prêt. En tout cas, Anthony Morel nous en parlait ce matin dans Tech & Co. Ça nous a donné, l'idée d'ouvrir le débat. Et de faire une série. Bon, on va se faire une série, tiens. En tout cas, on va évoquer ce sujet-là dans un instant, juste après cette petite pause. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, il est 20h sur BFM Business. Merci d'être avec nous, Tech & Co, la quotidienne, avec ce nouvel horaire pour cette nouvelle saison. Notez-le, 19h30, 21h. Tech & Co, donc, en direct, pendant 90 minutes à la radio, à la télé, chaque soir, du lundi au jeudi. Les replays, les podcasts qui vous attendent. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez aussi retrouver le replay de Tech & Co sur YouTube. Bien pratique, hein. On a tous l'appli YouTube sur la télé.
sur les smartphones, etc., vous pouvez regarder Tech & Co donc chaque soir. Il y a quelques heures de décalage, mais c'est promis, chaque émission sera présente sur la chaîne Tech & Co de YouTube. Toujours avec nous, Fanny Bouton, qui est la directrice quantique chez OVH Cloud, Jérôme Colombin, journaliste, créateur du podcast Monde Numérique. Tu n'as pas chômé durant cet été, puisque j'ai vu que tu... Voilà, il y avait pas mal de rediff, mais bon, il y avait aussi de on occupait le terrain. Voilà. Et puis Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Je vous propose maintenant de parler d'intelligence artificielle et de contenu. Imaginez, et si demain, au lieu de regarder la nouvelle série Netflix, vous pouviez créer carrément votre série, avec vous-même dans le rôle principal, par exemple. Et c'est ce que propose la nouvelle plateforme aux États-Unis, une plateforme qui s'appelle Showrunner. Les explications tout de suite d'Anthony Morel, et après, on débat sur ce sujet passionnant. Ça s'appelle Showrunner, c'est une nouvelle plateforme, c'est un peu le Netflix du futur, si vous voulez. Ça ressemble à Netflix ou à toutes les plateformes qu'on connaît, où on peut consulter des films, des séries en streaming. Mais avec un petit twist, c'est que la plupart des contenus sur cette plateforme sont fabriqués, générés par les utilisateurs eux-mêmes, en utilisant l'intelligence artificielle, évidemment. On a des IA génératives de vidéos, ça fonctionne de mieux en mieux, et donc là, il suffit de prompter la série de son choix, et on va en avoir un épisode qui est généré. Donc on peut demander, voilà, je voudrais une sitcom type The Office, mais qui se passe à la rédaction de BFM Business, et on va avoir un épisode. Alors, pour l'instant, c'est plutôt des petits dessins animés que des séries à proprement parler, parce qu'apparemment, c'est plus facile à faire pour l'intelligence artificielle, mais à terme, on pourra faire tout et n'importe quoi. Alors, on peut partir d'une page blanche et inventer son concept, mais on peut aussi, et c'est ça qui est intéressant, il y a un côté communautaire, c'est-à-dire qu'il y a un catalogue de séries qui existent déjà, et donc on peut se greffer dessus et dire, voilà, alors la série, j'ai regardé la dernière saison, ça me plaît pas trop parce que le personnage principal, il meurt. Je voudrais que tu me fasses un épisode où il survit. Donc on peut se faire en fait des suites alternatives ou des épisodes alternatifs, tout seul dans son petit coin. Et là où ça va encore plus loin, c'est qu'on peut même s'insérer soi-même dans la série, c'est-à-dire qu'on peut créer son personnage avec voilà, ses traits, sa voix, et se mettre comme personnage principal. Je veux que le grand méchant de la série, ce soit moi, et ce sera toi le grand méchant de la série. C'est quand même séduisant, le fait de se dire, bah tiens, j'aime bien une thématique de série, je vais mettre Jérôme Colombin dans le rôle du méchant. Du méchant, ouais. Fanny qui va être la princesse, Fred Simotel qui sera, je sais pas moi, le héros. Le gentil. Non, le héros. Enfin voilà, on peut imaginer. Et François Sorel, le cow-boy. Le cow-boy, c'est ça. Dans Yellowstone, ça pourrait être sympa. En tout cas, c'est innovant comme service, on est d'accord. Non, mais alors je te voyais faire tout à l'heure. Parce que je pense que le truc est mal vendu. Alors, je sais pas si c'est eux qui le vendent comme ça. Tu sais, le côté faites votre histoire, écrivez votre propre livre, le livre dont vous êtes le héros, le livre dont vous écrivez la fin, ou le film, etc. Ça n'a jamais marché, ces trucs-là. Parce que quand tu consommes de la fiction, tu as envie qu'elle soit prête à consommer. C'est pas toi qui vas écrire l'histoire. Mais il y a un bémol. En revanche, ça peut être amusant pour comme ça, pour une fois, pour je sais pas quoi, un anniversaire, une occasion spéciale ou autre, de faire un petit film, un truc comme ça. Et si on pousse ça à un régime un peu plus industriel, effectivement, il y a des créateurs qui pourraient s'en emparer. Et à ce moment-là, ça peut aller beaucoup plus loin, et c'est l'ubérisation de Netflix, quoi. C'est-à-dire que le mec, dans sa chambre, il crée une série concurrente de Game of Thrones. Il y a un peu de boulot, à mon avis, mais bon. Ouais, mais quand tu vois des outils comme VO3 de Google qui arrivent à créer des vidéos d'un réalisme. Oui, alors là, c'est que des dessins. Alors, c'est que des dessins animés. Mais tu sais très bien que dans 5 ans, ces dessins animés seront remplacés par des. Probablement. En tout cas, pas des avatars humains, on va dire. N'oublie pas une chose, c'est le scénario, on l'a vu dans le jeu vidéo, on le voit dans les séries, des fois quelque chose de même graphiquement un peu moins bien, mais où le scénario va être topissime, hyper intéressant. On va peut-être pouvoir détecter des talents, il y a peut-être des talents qui vont démarrer par ça, parce qu'ils ont des outils, ils sont derrière leur ordi, ils font leur petit truc, ils n'arrivent pas à percer. Un peu comme quand on a eu MySpace et la musique, et tu vois, avec des auteurs qui ont été découverts comme ça. Je pense qu'on va peut-être découvrir des choses comme ça.
ça se généralise et que tout le monde devienne, c'est un peu comme quand on a dit avec l'IA, tout le monde va faire des super photos. Tu peux mettre autant d'IA que tu veux, quand tu sais pas cadrer, tu sais pas cadrer. Il y a des bases à avoir, etc. Mais des gens avec du talent, je pense qu'on va découvrir des choses et raconter une histoire, même avec une plateforme qui a un petit peu, si le scénario est bien, s'ils ont des idées, des rebondissements et qu'ils savent le prompter, ça va peut-être permettre de voir des choses sortir. Et des nouvelles façons aussi de raconter les histoires. Ce que je veux dire, c'est que moi, je crois pas trop au truc que tu customises pour ton utilisation personnelle. C'est-à-dire que tu vas pas créer une histoire que toi-même tu vas regarder. Si tu as du talent, tu vas avoir un outil à disposition formidable. Exactement. Créer une histoire pour les autres. Et comme tu disais, pour la famille, pour raconter une histoire de famille, pour peut-être retranscrire les mémoires de ton grand-père et d'essayer d'en faire un film, ça peut être rigolo, tu vois. Un truc, moi, je pense qu'à un niveau B2B, ça peut permettre de créer ton outil marketing et de communication personnelle, tu vois. Aussi. C'est pour ça, tu vois. Non, mais moi je pense à ça. Je pense à ça comme ça. T'as raison. La formation, les coulisses de Tech & Co en dessin animé, moi je veux voir. De créer ton univers. Alors après, tu peux t'amuser à créer le nouveau Game of Thrones, mais moi je vois ça dans un univers B2B. Je me dis, tu crées ton univers, effectivement, dans un cadre familial, amical, machin. Il y a un film pour un mariage, ça peut être rigolo, mais le truc, si tu veux le prendre au sérieux, je pense que tiens, un petit côté, tu t'inventes, voilà ton truc, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà, enfin ce que font les gens aujourd'hui dans leur... Et moi, je pense que c'est bien de redonner de la créativité, tu vois. Tu disais, oui, les gens, ils veulent consommer, mais nos jeunes ne savent plus imaginer, prendre du temps, réfléchir à ça. Et là, tu as des outils. Moi, ce que j'aime bien avec l'IA, c'est que ça redonne des outils où ça facilite des choses, mais ça te demande aussi à réfléchir, à recréer des choses, et tu es obligé de nourrir la machine et l'IA pour qu'elle fasse des vraies choses qui soient intéressantes. Et je pense que bien travailler, même dans le monde de l'éducation, ça peut remettre un peu de choses à agiter les neurones de nos jeunes, juste leur faire consommer. Outil de formation pour les jeunes, mais outil de formation dans les entreprises aussi. Tu peux mettre des équipes ensemble, dire tiens, inventer un truc, enfin ça peut être un nouvel outil de tout ça. Après, regardons aussi l'aspect risque, c'est faisons n'importe quoi. Enfin, non, mais c'est sur quoi et où c'est hébergé et où partent les idées aussi. Hein, mais en fait, quelle différence avec les outils déjà lancés par OpenAI, par Google, etc. C'est-à-dire que là, c'est plus abouti. Ça va je pense que c'est plus facile, c'est plus plug and play, je pense. Parce qu'il y a des templates aussi, il y a des modèles. C'est ça. Parce que tu pars sur quelque chose. Voilà, qui est déjà... les images qu'on voit, ça c'est OpenAI. C'est comment ça s'appelle, le truc d'OpenAI. C'est les premiers qu'on avait vus à l'époque. Il y a 1 an et demi. Par contre, il y a 1 an et demi. C'est la première fois où on a dit c'est magique. Waouh, on peut créer soi-même dans sa chambre des images plus vraies que nature. Oui, parce que si vous êtes avec nous à la radio, évidemment, vous ne voyez pas d'image, ou alors vous êtes très très fort. Ils ont beaucoup d'imagination. On est en train de vous diffuser en fait des vidéos générées par l'intelligence artificielle générative. On aura dans une émission bientôt un nouveau débriefeur qui viendra, qui s'appelle Cyril Cardozo, et il a fait un film d'1 quart d'heure où il se projette. Alors l'histoire, c'est son petit truc, c'est on voit des chercheurs dans 50 ans qui racontent la vie d'aujourd'hui en disant les gens allaient dans un bureau, enfin, et il a fait, alors ça il y a le côté un peu qui anticipe un peu le futur, mais il a fait tout ça avec l'IA. Je vous assure, je vais le retrouver la vidéo, je vous la posterai là, mais il viendra il pourra en parler, c'est incroyable. Non, mais si tu as du talent, il y a des outils fantastiques aujourd'hui. Bien sûr. C'est incroyable, entre ça, la musique, etc. C'est génial. Et avec que du prompt. C'est-à-dire que demain... un jeune devant son PC ou son Mac, alors aujourd'hui peut faire un album, et on voit qu'il y a plein d'artistes qui font des albums dans leur chambre avec leur Mac et les logiciels qui font d'une qualité professionnelle. Billie Eilish, et il y en a plein d'autres. Et puis peut-être que... Il y en a plein sur Spotify. Et dans 5 ans, on aura un réalisateur qui pourra faire un film qui sera peut-être projeté au Festival de Cannes et qui l'aura fait dans sa chambre avec un Mac. C'est ça qui est dingue. Sauf si on met des nouvelles règles qui disent on sortira des films qui sont pas faits par IA, ça doit être encore fait à l'ancienne, mais on verra des festivals dédiés aux films de l'IA. Cannes, ils veulent pas Netflix. S'il y a de l'émotion, si c'est bien fait et s'il y a du talent derrière... Exactement. Imagine un jeune Luc Besson devant ce genre d'outils. Bien sûr, il n'a pas les moyens de... Voilà, il a démarré avec des moyens, donc avec des restrictions, et maintenant on peut faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux, différemment. Ce qui est intéressant, oui, pardon. Mais là encore, ça va faire mal, je pense, à certaines industries. Alors pour l'instant, donc, ce sont des images dessinées, mais comme tu le disais, demain ou je sais pas quand, ce sera ultra réaliste. Demain, mais ça va peut aller très vite. Voilà, et c'est déjà une réalité, par exemple, dans le milieu du mannequinat.
où des agents sont en train de se dire tiens, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer toute une équipe à l'autre bout du monde, etc. On prend un mannequin virtuel et tout avec des prompts, tu peux faire des films publicitaires, en fait, absolument magnifiques. Et là où ils sont malins, parce que t'imagines tous les métiers qui sont remis en question là, avec je crois ça. que H&M fait appel à cette technologie. Et, malgré tout, ils payent des droits d'auteur aux mannequins parce que ce sont des vrais mannequins qui ont été numérisés, si tu veux, une bonne fois pour toutes, et qui après, en fait, sont habillés par l'IA finalement. Et visiblement, ils ont trouvé un deal. Ce sont des évolutions des métiers, quoi. On voit régulièrement des métiers se faire remplacer, des nouveaux métiers se créer, et voilà, quoi. Il n'y a plus de calèche avec des chevaux et des taxis. Mais ce qui est intéressant, c'est que Netflix, pas plus tard qu'hier, a remis un petit peu l'église au milieu du village concernant l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'IA dans ses contenus. On a l'impression qu'ils défendent quand même les créateurs de contenu, les producteurs actuels, on va dire. Parce que, par exemple, il faut que l'IA ne viole aucune œuvre protégée par le droit d'auteur. Il ne faut pas qu'elle soit utilisée pour remplacer ou générer des talents ou des travaux qui sont en fait consentis par des syndicats. Donc déjà, enfin voilà, on sent que Netflix protège l'industrie d'aujourd'hui dans la création de contenu. Bien sûr, ils ont intérêt parce que c'est les gens avec qui ils travaillent. Et puis, mais d'ailleurs, le showrunner, là, c'est ce que disait Anthony, c'est qu'ils sont assez flous sur l'exploitation et la question des droits d'auteur. Hein. On ne sait pas trop sur quoi ont été entraînés les IA. Oui, parce que ça ressemble un peu à du South Park. Oui, exactement. Bien sûr. Après, ça ne vient pas de nulle part. Hein, après, il y a plein de dessins animés qui se ressemblent. Enfin, c'est vrai, mais... Oui. Non, mais tu as toujours une patte, et on sait très bien que toute l'IA qui existe est obligée de s'inspirer de choses qui sont déjà existantes. Donc, il y a forcément des droits d'auteur. C'est après comment ça va être détecté, qui va attaquer. Il y en a qui prennent le risque. On légifère moins aux États-Unis qu'en Europe sur tout un tas de choses. Ça va se mettre en place. Après, il y aura des évolutions parce qu'il y aura des coûts, parce qu'à un moment, ça se trouve, on se dira qu'utiliser toute cette IA, c'est tellement pas écologique qu'il faudra arrêter et qu'on peut revenir en arrière. Il y a plein de façons de voir le système évoluer. Je reviens les États-Unis, je veux dire, ils sont... Mais alors... Mais c'est pas les seuls. Mais c'est pas les seuls. Regarde, nous aussi... L'efficacité énergétique. Nos plans IA gouvernementaux, pour l'instant, sont pas non plus... Voilà, donc c'est comment on va évoluer, comment ça va évoluer, comment on va acquérir. Est-ce que le business va le prendre sur la loi? Est-ce que la loi... C'est en train de se mettre en place, mais c'est une belle évolution, en tout cas technologique. On en rêvait. Si vous voulez tester, c'est showrunner.xyz. J'ai jamais vu cette terme. Ça coûte pas cher en point. C'est moins cher qu'un point commun. Voilà, ils ont fait des économies là-dessus, au moins, en tout cas. Et visiblement, on peut y accéder. Je crois que ça veut dire quelque chose. On peut y accéder même en France. C'est une île du fin fond de... Déjà, c'est les trois axes XYZ, c'est des axes... Ne prenez pas ça comme mot de passe, parce que c'est franchement... Envoyez-nous sur Twitter les réponses, sur X. Puisqu'on est dans le streaming, on va y rester. Et là, on va faire plaisir à Frédéric Simotel. Parce que vous savez que depuis que je connais Fred Simotel, et depuis que Spotify existe, il a une volonté, c'est de transformer... Une vision. Spotify en réseau social. Et là, l'actualité... lui donne pas totalement raison, parce qu'il ne faut pas aussi que, tu vois, il s'envole, etc. Mais malgré tout, un peu raison, puisqu'une nouvelle fonctionnalité vient d'arriver dans Spotify, Fred. Oui, en fait, donc c'est une fonctionnalité de messagerie qui arrive dans Spotify. Pas forcément demandé par les communautés, je les ai pas entendus implorer en disant on veut parler ensemble. Les gens se retrouvent sur WhatsApp ailleurs. Non, moi ma réflexion depuis quand on disait toujours tiens Facebook, enfin la souveraineté, on n'a pas de réseaux sociaux. Et moi ma réflexion souvent je l'ai ici, c'est de dire mais finalement on a en Europe on a un réseau fort de musique qui est Spotify. Et finalement ils ont les communautés, ils ont les utilisateurs, ils ont la puissance aujourd'hui technique, l'infrastructure. Qu'est-ce qui les empêcherait un jour de créer un réseau social? Alors, ce serait autour de la musique, mais peu à peu, on le voit autour des podcasts, autour de la culture et tout ça. Et finalement, on y arrive. Et là, c'est vrai qu'ils ont mis cette messagerie. Alors, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va renforcer un peu l'engagement des utilisateurs qui vont pouvoir avoir discuter de façon beaucoup plus facile, créer l'effet communauté. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui aiment tel groupe de musique, voilà, faut aller chercher un peu ses copains, il peut y avoir cet effet communauté.
Côté Spotify, ça va permettre aussi d'écouter un peu tous ces messages et de dire tiens, on voit des choses, des datas qui arrivent et puis de voir qui fait quoi. Et puis, ouais, enfin bon, là tu nous racontes des trucs. Excuse-moi, mais. Là, il va te doucher, là. Non, mais. Ils n'ont toujours pas le son haute qualité et c'est les seuls. Non, mais. Et puis, c'est combattre les TikTok, YouTube et tout ça. Ok. Un peu sur leur... Non, mais tu vois ça d'un côté business, c'est-à-dire que c'est un acteur européen, entre guillemets européen, parce que bon, ils sont un peu plus américains qu'européens, presque en ce moment, non ? Ouais. Maintenant. Mais tu vois ça comme une piste de développement pour Spotify et presque. C'est ça, hein, ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Mais maintenant, pour l'utilisateur, bon, quel est l'intérêt ? Bah, c'est surtout que ça bouge pas beaucoup et c'est une toute petite feature, c'est pas... Voilà, c'est... Non, c'est parce qu'il va révolutionner, mais si tu veux, ouais. Et qu'elle s'appelle je viens de voir que Red Hot Chili Peppers, t'aimes bien Red Hot Chili Peppers, tiens, est-ce que quelqu'un a des places pour le concert qui est à Londres? Non, mais t'as raison, mais simplement partager des morceaux. Mais qui va prendre... En fait, on est tellement inondé de messagerie, Fred. Ça nous fait une messagerie en plus. Parce qu'aujourd'hui, en 2 clics, tu envoies un lien... Spotify. Oui, en 2 clics. En 2 clics, tu envoies un lien par WhatsApp aujourd'hui. Là, tu seras en direct. Pourquoi pas ? Faire tes alertes, tes machins, après... Voilà, c'est une fonction. Sauf que WhatsApp, t'es sûr que tout le monde va le lire. Ton message sur Spotify, c'est pas sûr. Oui, si peu les gens s'habituent à la communauté... Il a raison, le monsieur. Non, il faut que tout le monde fasse sur Spotify. T'as plein de gens qui rebougent sur d'autres plateformes actuellement. Oui, mais justement, eux, leur jeu, c'est d'essayer de retenir les gens. Non, mais tu vois, c'est sympa cette messagerie. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils proposent une offre. Alors moi, j'aime bien le son de très haute qualité, le son il m'a pas entendu, mais je l'ai dit. Le Dolby Atmos, etc. Enfin, toutes ces fonctionnalités qui sont sur toutes les autres plateformes de streaming et qui ne sont pas sur Spotify et qu'on attend et qu'ils annoncent depuis des années. On va leur un message. non mais tu vois, c'est ça, peut-être ils se disent il y a peut-être une petite porte là, les gens en ont marre de Facebook, de WhatsApp, enfin tu vois, d'avoir des messageries américaines, machin. Peut-être qu'on a une petite fenêtre de tir. Il faut qu'ils se diversifient et le réseau social sur ce type de plateforme, on l'a bien vu chez les autres, c'est une évolution. C'est clair que le partager, le échanger, le regarder en live ou écouter en live un morceau et le commenter, mais là la feature elle est vraiment petite par rapport aux ambitions de ce qui pourrait sortir. Leur souci c'est ça, hein, c'est la concurrence et c'est la monétisation. Après, comment tu monétises tout ça, enfin, c'est clair que voilà, faut regarder ça comme un petit signal de se dire tiens. Moi, en plus, d'après ce que j'ai compris, tu peux même pas envoyer de message groupé. Non. C'est-à-dire que je peux t'envoyer un message à toi, mais je peux pas, par exemple, dire bah tiens, je vais faire un groupe là. Ça va venir. Ça pourrait venir après. Ouais, ça va venir après. Ouais. Moi, je trouve du point de vue strictement utilisateur, personnellement, je trouve que l'interface de Spotify elle est déjà compliquée. Elle s'est complexifiée. C'était simple il y a quelques années, c'est devenu. Mais en fait, ils rajoutent tellement de choses. Ben voilà, ça navigue dans tous les sens, en vertical, horizontal, presque en diagonale, etc. Tu sais plus où t'es. Donc ça va venir rajouter un truc de plus. C'est un peu l'effet pervers, je pense. Mais maintenant, Fred va m'inonder de messages de ces tubes des années 80 qu'il veut me faire partager. Mais tu vas pas le voir. Ça, je vais y avoir droit. Tu le verras pas. Tu le verras pas, t'es sûr. Je serai tout seul dans mes messages. Vous savez quoi, je verrai toujours parce que comme on est en face au bureau, il me dira je t'ai envoyé des messages sur Spotify, regarde-les. Non, mais je dis, moi, je sens, enfin, parce qu'encore une fois, on n'a pas entendu les utilisateurs dire on veut une messagerie sur Spotify, on n'a pas entendu les autres dire. Mais ils se disent peut-être qu'il y a une petite fenêtre de tir. Est-ce que c'est l'amorce d'autres choses qu'ils ont en tête et que c'est une façon de tester? Mais c'est tellement petit, quoi. C'est marrant de le sortir comme ça. Bon, à voir. Bon, en tout cas, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, c'est arrivé. On verra si peut-être qu'il y aura une adhésion hors norme de ce service. Et peut-être que les passionnés de musique trouveront justement un moyen d'échange sympathique. On verra. 20h19, on va évoquer maintenant une autre guerre technologique, c'est la guerre des masques de réalité virtuelle et de réalité mixte. Vous savez que, voilà, on en parle depuis plusieurs années. Apple avait remis une pièce dans le jukebox avec le Vision Pro. Depuis, c'est un peu le calme plat. C'est vrai, voilà, Apple n'en a pas énormément vendu de Vision Pro. Bon, cela dit, à $4 000, c'est un peu logique. Je pense qu'ils savaient que ça n'allait pas être un carton. Ce qui est intéressant, c'est que il faut regarder ce que font les concurrents d'Apple. Et visiblement, Samsung serait enfin sur le point de lancer le concurrent du Vision Pro avec Google.
Qui a été annoncé il y a déjà longtemps. Qui a été annoncé longtemps, mais il sortirait en Corée du Sud, tu pourrais l'acheter bientôt. Et il y a des fuites concernant le prix de cet appareil qui coûterait beaucoup moins cher que le Vision Pro. Ouais, mais même si c'est 2 fois moins cher, même si c'est 4 fois moins cher, tant qu'on n'améliorera pas l'usage, ça peut être moins cher. L'adoption va se faire quand ce sera vraiment utile, quand il y aura un truc qui va faire que tout le monde en a envie. On l'a vu avec l'iPhone, avec l'arrivée de certains produits. Apple a su faire ces produits qui font que tout le monde, tout d'un coup, shift et prend l'usage d'un nouvel appareil. Sur ces casques, tu pourras mettre, même si tu mettais le 10e du prix, ça restera des gadgets pas agréables à utiliser. Et je pense que le fond du problème, il est là pour l'instant. Même le Samsung, pour l'instant, dans les specs, dans tout ce qu'on peut entendre, ça ne vend pas encore du rêve. Il n'y a pas encore le truc qui va faire que ça va devenir un produit de masse. Parce que ce n'est pas le prix. Hein. Quand Apple a lancé l'iPhone 1, bah non. Il était 4 fois plus cher que les autres. Quand il a lancé sa Watch, tout le monde dit mais c'est quoi une montre, machin. Il était plus cher. Donc c'est pas ça. C'est vrai, c'est l'usage. C'est 4 000 euros. C'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes grandeurs de prix. Pas les mêmes échelles de prix. Hein. Quand ils ont sorti l'iPhone à 2 000 euros, on s'est dit mais c'est complètement dingue. Non mais 2 000 euros, c'est le très haut de gamme avec 1 Teraoctet de stockage. Si tu prends un iPhone 16 ou 17, mais t'as quand même un pourcentage de la population qui l'a acheté. Pour eux, pour moi, ce Vision Pro, de toute façon, c'est un laboratoire d'essai pour plein de technologies, tout ça. Après, ils ont fixé un prix. Non, mais ils n'auraient pas dû le commercialiser. À ce moment-là, tu le files aux développeurs, tu fais un truc B2B, tu vois, finalement. Mais ça a toujours été ma question. J'aurais gardé ça mais dans un environnement... ils passaient à côté de toute la période du métaverse, ils annonçaient rien, etc. Ouais. Bon, c'était un truc innovant, ils ont essayé, ça n'a pas pris. Le fait qu'ils le mettent dans le haut de gamme, oui, c'est Apple. Ouais, nous, notre cas, c'est 4 000. Ah, c'est moins bien que les autres. Oui, mais nous, on est Apple. Il y a un côté comme ça. Hein. Il n'est pas moins bien que les autres, le Vision Pro. Non. Il était différent. Mais c'est ça aussi. C'est ça qu'il faut voir. Mais il répond pas à ça. Il répond pas à ça. Il dit oui, mais nous, c'est Apple. Écoutez, il y a la qualité. Regardez, c'est quand même bien. On l'avait testé. Mais moi, j'ai l'impression que le Vision Pro, au contraire, si demain il y a un marché pour ces trucs-là, on peut dire que c'est Apple qui aura. C'est la référence. Voilà, c'est Apple la référence. Techniquement. Oui, bien sûr. Mais c'est Apple qui a posé les bases. D'abord, qui a eu l'idée, qui a eu le culot de le faire, mais aussi qui a posé les bases technologiques. C'est étalon, en fait. C'est par rapport à ça qu'on se positionne. Tu as eu plein de types de casques différents. Tu avais HTC avant, quand même. Tu vois, qui avait un peu défriché le terrain. Oui, mais tu n'avais pas la qualité que tu as sur... Microsoft avec le HoloLens. Non, c'est sûr qu'il y a une vraie progression technologique. En transparence, le HoloLens, il était relativement bien. Moi, j'ai fait des jeux vidéo dans le HoloLens qui sortaient des bureaux de Bordeaux, là. C'était vachement bien. Mais il n'y a eu qu'un jeu, tu vois, qui est sorti. Excuse-moi, tu n'avais pas la qualité d'image. Des prototypes, ça marchait une fois sur deux. Enfin, moi, je me souviens, avec Jérôme, on en avait testé. Il fallait vraiment regarder comme ça, poser les trucs. Enfin, mais c'était pas pareil. C'était un truc de... C'était plus B2B de toute façon à l'origine. Non, et pour eux, c'est vitrine technologique. Ils ont développé... C'est un écosystème premium, quand même. Ils sont autour... Ils avaient un App Store dédié. Enfin, tu vois, ils ont voulu créer ça. Des early adopters se sont dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on aura posé des bases. Oui, exactement. Voilà. Moi, je le vois exactement comme ça aussi. Mais il y a un truc intéressant. Pourquoi Samsung se lance dans cette galère ? Parce que c'est la question. Pour faire comme Apple. Non, mais mais parce que aussi, tu peux te dire... marché. Tu vois, ça fait des mois qu'on entend parler de ce truc-là. Parce que je pense que le produit est prêt depuis plusieurs mois et Samsung doit se dire, bon, alors qu'est-ce que je fais ? Je le lance pas. Apple n'arrive pas à le vendre. Bon, je vais le vendre 2 fois moins cher. Ce qui n'est pas un exploit, parce que la Vision Pro a 2 ans. Les composants qu'il y a dans le Vision Pro qui est sorti il y a 2 ans coûtent au moins 2 fois moins cher aujourd'hui. On est d'accord. C'est la loi des séries de la tech. Il faut du contenu. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu ? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière qui va appuyer pour que tu aies envie de l'utiliser. Il y a des applications de niche, mais... avec Android XR, on peut peut-être imaginer que la puissance d'Android et de cette version qui est faite pour la VR et les lunettes connectées, parce que rappelons-le, Google l'a joué fine là-dessus, c'est que c'est le même OS qui figurera dans les masques de réalité, mais aussi dans les lunettes connectées. Mais tu as raison, c'est ça qui est important. C'est derrière, c'est les lunettes. Parce que le Graal vers lequel tout le monde veut aller, c'est les lunettes connectées. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On voudrait tout ce qu'il y a dans le Vision Pro dans une paire de lunettes légères, comme celle qu'on porte en ce moment. Et techniquement, c'est absolument
impossible, mais c'est la promesse, c'est le truc vers lequel apparemment tout le monde essaye d'aller. Après, Apple aussi, c'était ça, mais je voulais aller plus loin, c'est Apple aussi, là, il a un écosystème, c'est-à-dire on a tout, on est vers l'iCloud, on est dans l'App Store, tu vois, il a tout ce qui vend autour de son... Donc pour lui, c'est Google a pareil. Bah oui, Google a pareil. Android XR, il y aura un mais c'est pour ça, mais je répondais à ta question, qu'est-ce que Samsung va faire cette galère? J'ai dit oui, c'est un peu bizarre, parce que autant Google, oui, ils ont tout leur environnement, autant Apple, c'est une extension de leur écosystème Apple, quoi. C'est un truc assez logique. Alors après, ils vont peut-être le décliner en lunettes, en verre de contact, en tout ce que tu veux. Moi, je suis effectivement en Samsung, oui, c'est pour occuper le marché, pour être là. Mais est-ce que c'est Samsung qui y va ou c'est Google? Est-ce que c'est pas plutôt Google et qui le fait avec Samsung, parce que le hardware, c'est Samsung qui sait le faire plus que Google. Tu as raison, je pense que c'est un partenariat. Ouais. Ils doivent partager les frais, etc. Je pense que Google a envie de lancer ce nouvel OS, mais pour qu'il le lance, il faut qu'ils aient un écrin technologique de qualité. Il n'y a que Samsung qui peut le faire. Et voilà. Et pour Samsung, c'est intéressant aussi de venir un petit peu marcher sur les plates-bandes d'Apple pour voir ce que ça va donner. Ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez la boîte Lynx de notre ami Stan. Eh bien, il fera partie du lancement de Google XR avec Samsung. Avec Lynx, il va sortir un masque qui sera, on va dire, conçu par Google aussi, et ce sera à la fin de l'année. Ils sont vachement bien, ces masques. Tout à fait. Lynx. Hein. Et même Google l'a remarqué, puisque en fait, ils ont noué un partenariat avec Lynx. Donc, on va avoir un casque de VR avec du Google made in France. Enfin, pas made in France, mais conçu en France. Ça, c'est plutôt cool. Quand même. Bon. Très bien. On verra bien ce qui va se passer. Pour le prix, choix assumé par Apple pour tous ses produits. Hein, c'est toujours. Oui, et puis rappelons qu'il y a quand même aussi toute une roadmap là de nouveaux masques de réalité mixte chez Apple, avec des produits qui devraient sortir l'année prochaine et qui coûteraient beaucoup moins cher, peut-être pour inonder le marché. Enfin, on verra bien. Il est quasiment 20h30, messieurs, dames. On va revenir dans un instant et on va parler de véhicules autonomes avec deux actualités intéressantes sur ce sujet. Stellantis, le géant, le constructeur automobile gigantesque européen, qui a décidé de ne pas concevoir de véhicules de niveau 3 en matière d'autonomie, parce que ça coûte cher, parce que je sais pas, la réglementation n'avance pas, parce que ça marche pas bien. C'est pas leur priorité. Ils viennent de changer de patron, c'est pas leur priorité aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que c'est pas une erreur, ça, finalement? On va vous le dire après. Et vous allez voir que là, Frédéric Simotel est remonté comme une pendule. On va évoquer ce sujet dans un instant avec Sylvain Trenel qui va nous faire un petit sujet introductif là-dessus. On parlera aussi du succès du lancement de Starship. Ça aussi, quelle belle prouesse technologique qui s'est déroulée cette nuit. Vous restez avec nous, il est quasiment 20h30. À tout de suite pour la dernière partie du débrief de l'ActuTech de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. 20h30 pile en ce mercredi soir. Un grand merci d'être là. Merci d'avoir choisi BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes là tous les soirs de 19h30 à 21h. Radio, télé, replay, podcast. Avec ce soir pour débriefer l'actu, Fanny Bouton, Jérôme Colombin, Frédéric Simotel et Sylvain Trinel qui nous a rejoint. Bonsoir Sylvain, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et Sylvain, après le scandale Takata des airbags, qui a fait beaucoup de bruit, le scandale PureTech, Stellantis, géant européen de l'automobile, fait marche arrière sur une fonction pourtant très attendue sur les voitures modernes. Et oui, la conduite semi-autonome, c'est officiellement terminé pour Stellantis, ou plutôt le système avancé d'aide à la conduite, pour être très précis, l'ADAS de niveau 3, qui est officiellement abandonné par le groupe automobile. L'annonce, elle a été faite par l'agence Reuters, qui explique que c'est d'abord le coût élevé du système qui vient mettre tout simplement à mal son développement, mais aussi l'incertitude de la clientèle du groupe qui a pesé sur la balance. Pour rappel, la conduite semi-autonome, elle devait permettre de s'abstenir de tenir le volant de son véhicule sous certaines conditions, afin de, par exemple, consulter son téléphone, lire le journal, tout en évitant la sortie de route ou l'accident. Alors, il faut dire que même la réglementation européenne ne pousse pas vraiment les constructeurs à faire des efforts. En France comme ailleurs, les constructeurs ne peuvent proposer le niveau 3 que jusqu'à une vitesse maximale de
60 km/h avec une route à chaussée séparée et sur une voie interdite aux vélos et aux piétons. Par exemple, les autoroutes. Vous voyez être à 60 km/h sur l'autoroute ? Voilà, donc ça allait droit dans le mur. Oui, c'est 60 km/h sur l'autoroute. J'aimerais bien vous Pour aller à l'île de Ré, il faut un week-end entier. Mais tout ça, c'est un week-end de grand départ. Mais n'empêche que dans les bouchons, c'est quand même bien quand tu peux ne plus rien faire. C'était l'un des arguments, effectivement. Et donc, c'est un objectif de croissance annoncé pour Stellantis, et oui, cette voiture autonome. C'est pour ça que cette annonce, elle fait l'effet d'un complet revirement dans la stratégie du groupe, pas aidé par l'attrait de plus en plus incertain des automobilistes pour les véhicules électriques, car la conduite semi-autonome et les voitures électriques sont en fait intrinsèquement liées, on va pas se mentir. Pour développer celle-ci, les constructeurs automobiles ont dépensé des milliards de dollars pour assurer la partie logicielle, en essayant tout simplement de rattraper Tesla, forcément, qui est très en avance sur son temps. Ce dernier revirement vient conclure des mois très difficiles pour Stellantis. Outre de nombreux rappels pour des fonctions défectueuses, l'entreprise qui détient Peugeot et Citroën a également retardé la plupart de ses nouveaux modèles 100% électriques qu'il devait lancer dans les prochains mois. À la place, il va continuer à proposer des modèles à essence ou en hybride. Quant au niveau 3 de la conduite autonome, les nombreuses limitations risquent sans doute de sonner le glas de cette fonction, au moins en Europe. Merci beaucoup, Sylvain. Ça donne pas envie de débattre là-dessus quand même. Je vous souhaite bon courage. Non, mais alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me démoralise parce que on est en train de rater. J'allais dire, alors sans mauvais jeu de mots, un tournant technologique incroyable. Ne pas investir dans le véhicule autonome en 2025, alors qu'on sait que les Chinois sont à fond là-dessus, Tesla est quasi prêt. Nous, on se dit non. C'est pas la peine, les gars. La voiture électrique, on n'y croit pas. Ça coûte trop cher. Et voilà. Attends, mais encore, ils auraient arrêté la voiture électrique, mais ils auraient laissé la conduite autonome de niveau 3, parce qu'on parle de niveau 3, on parle même pas de niveau 5. Et c'est en effet un manque de vision totale de ce qui est attendu. Et comme tu dis, les Chinois avec des BYD qui arrivent et qui ont déjà des avancées pas possibles, et Tesla qui va super bien, qui marche bien, en mettant des capteurs quand même qui sont moindres. Hein. Voilà. Jérôme. Non, je comprends ce que vous dites, mais je pense que là, ils se font rattraper par des réalités économiques. Chez eux, enfin interne à Stellantis, au groupe, qui a sans doute d'autres dépenses à faire, ou pas les moyens de faire ces dépenses-là. Il y a un truc en plus que j'ai pas compris, c'est est-ce que, alors, il laisse tomber la conduite autonome de niveau 3, mais est-ce que ça veut dire que... La leur, oui. Ça veut dire que demain, ils peuvent acheter un système chinois de niveau 4 ou 5 quand ça existera, en fait. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils arrêtent le développement de leur... Ils l'appellent leur programme Autodrive, c'est Stella, ABC, enfin voilà, c'est ce truc. Oui, c'est-à-dire qu'ils investissaient beaucoup d'argent pour créer leur propre système de voitures autonomes. Ils se disent, bon, ça coûte trop cher, la réglementation n'avance pas. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, c'est comme ça. Ils n'auraient pas plutôt abandonné leur GPS interne? Non, mais attends, mais c'est ceux qui, tout d'un coup, disent, bon, maintenant, il y a Waze, il y a Apple Pay, non, mais Fred, il y a Apple Play, Fred, ça fait CarPlay, pardon. Ça fait combien d'années qu'on parle de véhicules autonomes dans Tech & Co et dans toutes les émissions de tech qu'on a pu présenter depuis toutes ces années. Oui, mais ça fait combien d'années qu'on l'attend? Elle est toujours pas là. Non, mais attends, Jérôme, la réglementation ne bouge pas. Ah oui, voilà, exactement. Le problème, c'est la réglementation. Regarde, tout à fait. Tu vas aux États-Unis, que tu connais bien, il y a des expérimentations, il y a des États qui autorisent justement les véhicules autonomes, qui font des tests, qui font des expérimentations. Nous, ça n'avance pas. T'as l'impression que tout est fait pour brider le truc, pour empêcher que ça... C'est même pas bloqué, c'est qu'on ne donne pas d'autorisation à faire. Il y a un flou qui fait qu'il n'y a pas d'autorisation possible et qu'on ne peut pas prendre ces réglementations au niveau européen, il faut leur dire qu'ils prennent... Enfin, il faut prendre le problème à bras-le-corps et se dire, OK, ouvrons un peu tout ça pour permettre l'innovation d'accélérer. Ça vient aussi des industriels. Aujourd'hui, les industriels, enfin pour moi, là il y a. Alors je comprends, hein, le nouveau patron arrive, là, Filosa, Anthony Filosa, là, qui a été nommé, donc c'est Carlos Tavares hein, qui est parti, donc il y a un nouveau qui est arrivé. Donc il doit redresser les ventes, rassurer les actionnaires, revoir un peu, parce que c'est vrai que Stellantis va un peu moins bien que. Non, il va relancer le diesel. Mais là, parce que je suis d'accord avec toi, la réglementation, les gens qui font la réglementation, mais s'ils ne sont pas poussés par les industriels qui leur disent
disent, qui commencent à taper du poing sur la table, comme l'a fait Elon Musk, comme l'ont fait les gens chez Ford, comme l'ont fait les gens chez General Motors, en disant bon les gars là, on commence à bouger. Bon, ça a bougé état par état, hein, ça n'a pas été non plus l'ensemble du pays, mais on est en train de se planter. Et là, alors oui, peut-être qu'ils vont faire, certainement c'est ce qu'ils feront parce qu'ils sont pas débiles, ils iront signer des partenariats avec d'autres. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire ici depuis des années? L'important, c'est le logiciel, c'est la data, c'est tout ce qu'on va en faire. Et ça, c'est pas eux, ils n'en seront pas maîtres. Bah, tant pis pour eux, ils feront des, comme aujourd'hui, là, ils feront des voitures, ils seront propriétaires de l'acier, du plastique et du machin, mais ils n'auront pas toute la richesse, la valeur ajoutée aujourd'hui qui est au niveau de la data, tous les services qu'on va pouvoir offrir. Ils ne sont pas dans la course. C'est pas eux qui vont. Et ça, je trouve qu'il y a une grosse erreur de vision. Je comprends que les patrons, ils aient quand même redressé les ventes, etc. Mais pour moi, là, je l'avais dit dans un billet que j'avais fait une fois, pour moi, il y a une erreur de casting sur le patron. Le patron qu'ils ont pris, c'était l'ancien patron de Jeep aux États-Unis. Alors, il connaît parfaitement le monde automobile, industriel, mais c'est un type pragmatique, très intelligent, tout ça. Mais c'est pas des gens du futur de la voiture, ou qui ne sait pas s'entourer des gens du futur de la voiture, tu vois. On parlera de Luc Julia tout à l'heure. Voilà, chez Renault, ils ont fait appel à un Luc Julia qui a des idées, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, il a des idées pour le futur de cette voiture. Et là, c'est ce qui manque. Et se dire on l'abandonne, mais quel signal est donné, mais même aux ingénieurs. Les ingénieurs, tu vois, on va continuer à bosser, avoir des turbos encore mieux, efficacité énergétique, on va user moins de caoutchouc, mais un ingénieur aujourd'hui, c'est envie de proposer autre chose dans la voiture, quoi. Mais c'est un tout. Et si tu regardes la jeune génération, quoi, alors j'ai pas eu le temps de regarder les stats sur à quel âge on passe le permis de conduire, mais je peux vous assurer 17 ans, je crois, tu peux maintenant. Tu peux, mais la conduite à compagnie, c'est même avant, je crois. Oui, mais combien de jeunes l'obtiennent, le passent, se le payent et ont envie de conduire et conduisent vraiment. Ça, c'est de plus en plus tard. Je te rappelle que nous, on conduisait déjà des mobilettes à 14 ans et autres. Les jeunes, il n'y a quasiment plus rien. Ils ont les petites voitures électriques quand ils ont les moyens. Fred avait sa Porsche à 8 ans déjà. Mais on a un rapport à la conduite dans la jeune génération qui est très différent si tu prends des jeunes parisiens, le soir, ils rentrent, tu as les transports en commun, ok, mais tu as aussi tout un tas de services qui te conduisent. Oui. Et tu as les blabla-cars et autres. Et je suis pas sûre, en effet, qu'ils aient cette passion de la voiture. Nous, on aimait bien, tu vois, bricoler, tu passais le polish le dimanche, c'est pas évident. Maintenant, c'est branché à un ordinateur, plus personne sait reconnaître le bruit d'un cardan. Oui, tu veux dire que la voiture, c'était un truc de boomer, quoi. Ben, je pense, ouais. C'était un truc qu'on mettait devant la maison qui représentait aussi ton statut social. Ouais. Ça allait encore dans certains pays, mais en France, plus du tout. Enfin, pour les jeunes qui prennent des vacances... Excuse-moi, est-ce qu'on n'est pas un peu déformé parce qu'on vit dans une grande ville, Paris, etc. Quand tu es à Limoges, alors pour le coup, que tu dois aller faire tes courses, dès que tu es en province, à mon avis, tu es obligé d'avoir une voiture avec un coffre. Oui, mais et puis, ils pensent qu'à ça, à 18 ans, c'est avoir une voiture. Oui, mais c'est pas si évident. C'est pas si évident. Ils achètent moins, ils ont moins d'accès à acheter. Non, mais Fanny, je peux te le dire, dans le sud, que ce soit, bon, alors moi je connais bien la Corse, mais aussi le sud de la France, Marseille, etc. À 14 ans, les parents qui ont les moyens offrent des petits véhicules sans permis. Oui, mais c'est les parents qui ont les moyens. Quand on était ado, tu avais au moins une vieille. Quand tu n'avais pas les moyens, tu avais au moins la vieille mob qui avait 20 ans. Non, mais ce que je veux dire, tu te retrouvais avec un Solex. Je pense qu'à Paris, ça n'a pas changé. Notre vie est déformée. En fait, c'est la même chose aujourd'hui, justement. Tu vois encore beaucoup de mobilettes et de scooters, toi, sur les routes. Non, mais heureusement, c'était dangereux. Ce qui me surprend aussi dans les arguments de Stellantis, c'est qu'ils disent à un moment, malgré une présentation prometteuse, etc., la technologie, il y a une demande de marché limitée. Là aussi, alors ça rejoint peut-être ce que tu dis, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils conduisent moins, donc du coup, c'est cher d'avoir une voiture. Peut-être qu'ils font pas encore confiance à ces traits, mais tu vois, alors il y a une demande limitée. Nous, on doit redresser nos ventes, donc on va arrêter ces développements. Enfin. C'est un calcul à court terme. On a l'impression que c'est un truc presque dans l'urgence. C'est à 10 ans ou 20 ans, mais avec aucune vision et encore. Et puis même, j'aurais gardé ce développement au moins pour les utilitaires, tu sais, dire tiens, on va peut-être pas le faire pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais on va le développer un peu pour les utilitaires, et puis on va voir, et puis à partir de là, on va voir ce que ça peut donner. Mais je trouve qu'aujourd'hui, enfin, en plus ici dans Tech & Co, avoir un industriel qui te dit non, là, il faut qu'on redresse nos ventes, donc tout ce qui est innovation, data, digital, tout ça,
on trouvera des partenariats, on trouvera des gens, tu tombes de l'armoire. Alors qu'on sait que les grands groupes, c'est pas la R&D, la part de la R&D dans les grands groupes est vitale. Et c'est vrai qu'on est en train de perdre ça beaucoup dans beaucoup de grands groupes en Europe. On ne prend plus le temps de tester, d'essayer des nouvelles choses. On prend sur étagère ce qu'il y a. Et pendant ce temps, Tesla est en train de creuser son sillon. Alors, les Chinois. Les Chinois. Alors les Chinois, bien évidemment, les BYD. On annonce ça le jour où tu as BYD qui est en train d'ouvrir des showrooms partout avec des voitures plutôt pas mal et où ils vont mettre tout ça. Ils ont le même handicap de l'immobilisme de la réglementation, Fred. Bah oui. C'est pas parce que tu t'appelles BYD que tu pourras balancer une voiture autonome en France ou en Europe. Non, mais quand les gens commenceront à s'habituer aussi un petit peu au petit trajet, tu sais, où tu peux mettre un petit peu en mode autonome, juste pour quand tu es dans un embouteillage et tout ça, ça va un peu pousser, ça va un peu jouer, mais tant qu'ils sont pas poussés par les industriels. J'aimerais comprendre qui décide, par exemple, de faire évoluer les réglementations en termes de voitures autonomes. Eh ben c'est moi, écoute. Alors écoute, justement, alors explique-nous comment tu fais. Ou comment tu fais pas, parce que c'est quand même dingue. Ça doit être des hauts fonctionnaires. C'est les industriels qui derrière. Non, c'est pas que les industriels. Non, les industriels poussent et derrière tu as après tu as tes instituts de réglementation. Le lobbying qui oui, mais ces gens-là, ça fait des années qu'on les sensibilise à faire évoluer tout ça. Pourquoi ne prennent-ils pas d'initiative? Mais tu as raison, on sent qu'ils sont sur la défensive ou en tout cas sur l'adapté. Ils sont suiveurs dans l'histoire. Mais défensifs de quoi? Non, il y a un sujet. Sécurité, voilà. C'est la sécurité. Et il y a un sujet qui est juridique qui a toujours été. Parce que la voiture autonome, ça doit être synonyme de sécurité. Oui. Mais comme tu ne peux pas avoir le risque zéro, et ça c'est un truc juridique qu'on a vu depuis le début, ça fait plus de 7 ans qu'on en parle, où il faut un responsable. Un humain qui a bu un coup, c'est facile à attaquer en justice. Une voiture autonome... Qui a bu un coup, c'est pas facile. Elle boit pas, mais pour X ou Z raison, parce qu'elle va éviter... elle va peut-être pas buter 5 personnes, mais en tuer une, parce qu'il y aura eu un choix dans l'IA qui fait que tu peux pas avoir un risque zéro tout le temps. Mais tu sais très bien à terme, Fanny... Contre qui tu te retournes. Il y aura moins d'accidents. Mais c'est 7 fois moins déjà, avec les niveaux 1, on avait déjà 7 fois moins de morts. Il y a combien de milliers de personnes qui meurent dans les accidents de circulation? Mais la responsabilité dans l'assurance, et c'est là où on se braque, parce que les gens, ils veulent avoir un responsable et quelqu'un à pendre. Je suis d'accord. Partant de ce constat, ça fait 10 ans qu'on parle de ça. Ça n'a pas avancé. Non. Personne n'avance. C'est ça qui est fou. Enfin bref. Écoute, moi avec ma petite voiture autonome de niveau 1,5, c'est vrai que c'est très tentant. Je veux dire, sur le périphérique, tu peux te mettre quasiment en autonomie. Moi, Ouais, mais quand tu vois qu'aux États-Unis, les gars avec des Tesla font des trajets d'un point A à un point B en jouant à leur jeu sur téléphone. Bien sûr. Mais Tesla, on est à la ramasse. Quand on les testait il y a 6 ans, 7 ans, quand ils sont arrivés, c'était pas désactiver la fonction lever les mains. Je l'ai testé sur autoroute. C'était du bonheur. C'était vraiment du bonheur. Alors, en effet, pour les bouchons, etc., mais tu avais tu te libères de la bande passante et du stress. Léa Benaïm, elle nous rappelle les Tesla au début, elle était débridée. Elle était débridée, mais elle te rappelait alors. Pas tout au début. Non, mais c'est... Attends, parce qu'il y a 2 discussions. Là, on est une discussion avec Fred et Fanny et Jérôme. Non, mais continuez. Non, mais je pense à tous ceux qui nous écoutent qui se disent bon, alors j'écoute qui, Fanny ou Jérôme ou Fred et François? Je ne sais pas. Fred et François, ils sont plus sérieux. Non, vous disiez quoi, pardon? Non, c'était pas très intéressant. On comparait nos expériences de Tesla. À quel moment elle dit que c'était débridé? Les toutes premières étaient arrivées débridées. Et après, il y avait une petite alerte, mais tu n'étais pas obligé de mettre tes mains. Et voilà, je pense que c'était moins intéressant, mais ça rappelait les tout débuts de tests où on a vu, et on a eu l'occasion de les tester débridés quand même un petit peu. Et voilà, et c'était un peu regrettable. Moi, il m'engueulait quand je lâchais les mains trop longtemps. Oui, mais elle s'arrêtait pas. Mais t'as vu ce qu'ils font en Chine pour lâcher les mains? En fait, ils utilisent des lingettes. Des lingettes. Ils mettent des lingettes sur parce qu'ils demandaient, tu demandes ça au chauffeur, mais pourquoi vous avez plein de lingettes? Il dit, je laisse les lingettes, comme ça, la voiture, elle croit qu'il y a les volants, il y a les mains sur le volant. Et le gars, il continue. Le mec, il a hacké sa Tesla, quoi. Et on disait, avec des lingettes. Ce qu'on disait avec François, on était un cran plus loin que votre discussion, c'est de dire, et c'est Léa Benaïm qui nous le rappelait, c'est Tesla qui livre des
voiture autonome, de façon autonome maintenant. La voiture, elle s'en Bon, après, c'était un peu... Ils l'ont fait. Oui, mais on est déjà dans l'avancée. Là, je comprends pas. À mon avis, si tu habites à Vélizy, on va pas te livrer ta Tesla tout de suite. Et la réglementation, surtout, t'es pas obligé de dire la réglementation, j'ouvre ça partout, je vais pas ouvrir ça pour l'instant sur le rond-point des Champs-Élysées, mais il y a certaines autoroutes, on pourrait commencer. On réussit bien à faire des voies où on peut être plusieurs dans la voiture, là, des carpools, tu vois. Donc il y a quand même des choses, mais je pense que c'est ce principe de ce risque zéro. Le risque assurance et légiférer, c'est qui est responsable, et ça pose un vrai problème de discussion, et personne prend le sujet à bras le corps. Voilà. Alors qu'on a toujours autant de morts sur la route, quoi. Non, mais ça voilà, pas beaucoup réduit. Voire même plus là cette année. J'ai pas eu les dernières stats, mais bon, c'est une question légitime. Comment fait-on pour essayer de réglementer tout ça? Le problème, c'est que ça fait 10 ans que que ça n'avance pas. Ce qui aurait pu se passer, c'est par exemple avoir un département expérimental, tu vois, comme le fait les États-Unis. Tu vois, tu prends, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, les Alpes-Maritimes, parce qu'il y a de grandes voies, etc., parce qu'il y a des voies rapides, et ben tu tentes. Des endroits où il y a moins de voitures, des départements où il y a moins de voitures. Il y a plein de choses. On a fait ça, par exemple, pour l'interdiction du téléphone portable dans les collèges. Il y a eu des départements, des régions qui étaient pilotes. Ben voilà, faisons pareil pour la voiture autonome. J'ai pas l'impression que ça existait. Et en plus, on a des industriels, et Stellantis nous en montre ça, qui derrière poussent pas, parce qu'on pourra avoir des industriels qui pourraient taper du poing sur la table, dire attendez, les Chinois sont à fond, les Américains sont à fond. J'ai pas l'impression que Renault pousse beaucoup non plus. Hein. Ah non, Stellantis ni les autres, quand j'ai les industriels de façon générale, mais même européens d'une façon générale. Il nous reste 10 minutes. Avant de parler de Luc Julia, j'aimerais qu'on évoque Starship. Là aussi, encore une fois, on peut tout dire concernant... autonome. Il n'y a pas de pilote autonome, il n'y a personne dedans. Hein, là, c'est fake, c'est télécommandé. C'est télécommandé. C'est une maquette. Mais, voilà, non, mais c'est vrai, on peut tout reprocher à Elon Musk, mais bon, encore une fois, ce truc qui fait 120 mètres de haut, de la taille de la Tour Eiffel, on en parlait hier dans Tech & Co. Mais un étage de la Tour Eiffel. Oui, la Tour Eiffel, c'est 320. C'est 320 mètres, la Tour Eiffel. 320. Non, parce que moi, j'ai toujours celle de Las Vegas qui est plus petite. Ah oui, elle est plus petite. Ouais. Je m'en sors. Puis elle a que 3 pieds. Je m'en sors comme je veux. Et donc, il a réussi son pari. Cette nuit, le Starship, ce vol d'essai de Starship, puisqu'il n'y avait évidemment pas de présence humaine, a réussi à cocher toutes les cases. Toutes les cases. La fusée a décollé. Les différents étages se sont en fait désolidarisé. Et puis, tout s'est bien passé. Ça a réatterri. Voilà. Il y a eu quelques tuiles. C'est d'une banalité. Il a replongé. Il est tombé dans l'océan. Enfin, ils l'ont récupéré sur l'océan avec des bouées. Exactement. Il n'a pas réatterri avec une pince. Ouais, mais bon, ils ont récupéré les morceaux et on peut encore utiliser le truc. Quoi. Un petit coup d'éponge, c'est reparti. Voilà. Et donc, encore une fois, ce projet parce que derrière cette expérimentation, il y a le projet d'emmener des humains vers la Lune et vers Mars. C'est le fantasme d'Elon Musk, assumé. Hein, c'est véritablement son rêve. Et est-il en passe de le réussir? Ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il dit quand même 2026, on va envoyer il y aura des premières fusées sur Mars, quoi. 2026, c'est dans quelques mois, donc je suis pas sûr. Rien à dire là-dessus? C'est magnifique et en même temps ça devient presque banal. Du coup on se demande s'il y a encore une information. Ouais, à chaque fois qu'il s'est planté là et que ça s'abîmait, on lui tapait bien dessus. Ouais. Donc il a réussi. Ouais, il y en a plein qui disaient que ça décollait pas. Il faut quand même leur reconnaître ça à l'équipe de SpaceX et surtout c'est de voir combien finalement de vols ils ont fait et ils réussissent comparé à des Ariane et autres. On peut dire tout un tas de choses, mais ils sont quand même très très forts là-dessus. Et c'est normal qu'ils échouent à des moments. Tu peux pas réussir un truc comme ça sans te planter quelquefois. Et quand tu regardes les taux d'échec, c'est quand même très très faible en fait. Donc, et puis, ils ont beaucoup d'argent, ils ont la NASA derrière, et puis Elon Musk a tout un tas d'idées. Puis ils ont cette ambition quand même. Là, on le disait hier, je crois. Donald Trump, il est à fond derrière. C'est une histoire d'image en plus, de conquête. T'as une guerre froide qui est en train de se passer dans l'espace, qui est quand même stratégique. Hein. Si tu regardes bien, le prochain territoire qu'il faut posséder, c'est être capable d'aller dans l'espace, le retour sur la Lune. Il y a tout un tas de choses qui il y a un marché, il y a plein de choses à faire dans l'espace. J'étais ce week-end avec... Tu vois la tête. Ouvrir une supérette. Non, mais oui, bien sûr. Mais rigole, ça viendra. Frontière.
rire dans l'infini. Et tu recevais il n'y a pas très longtemps Nicolas Gaume. Oui, tout à fait. Hein, oui. Je sais, parce que j'étais avec lui ce week-end. Et il fait des trucs, enfin, lui, il va planter des vignes, il fait de la fibre optique. Il envoie des pieds de vigne qu'il fait revenir et qu'il plante après sur Terre, mais c'est des pieds de vigne qui sont passés dans l'espace. Oui, enfin. Donc, c'est comme il y en a qui envoient des vins pour les faire vieillir et dire j'ai bu un vin qui a été dans l'espace. Oui, non, mais ça, c'est de la frime. Mais le fait de faire des fibres optiques dans l'espace parce qu'elles sont de meilleure qualité à l'arrivée que si tu les fabriquais sur Terre. Oui, ça a du sens. Ça a du sens. Je crois que même pour certains médicaments. Oui, j'allais dire pendant la santé. Pour développer certaines molécules qui sont plus performantes en apesanteur, on imagine justement des laboratoires les robotisés. data centres dans l'espace. Et puis ne serait-ce qu'en termes de défense et d'armement, hein, on a intérêt à bien surveiller parce que si tu n'es pas capable d'avoir une présence là-haut, tu as une nouvelle guerre qui est en train de se passer et les positionnements dans l'espace sont stratégiques. Oui. Bon, ne parlons pas de la place de l'Europe dans tout cela, parce que c'est vrai qu'encore une fois, comme la voiture autonome, on va se faire du mal. Il est 20h52. Tiens, juste une information, on se retrouve demain, bien sûr, pour la dernière de la semaine. Et lundi, Fred, invité exceptionnel, puisqu'à 21h, nous recevrons Luc Julia. Luc Julia, que nous connaissons bien ici à Tech & Co sur BFM Business. Fred, Jérôme, tu le connais très bien aussi. C'est... on va dire, une personnalité connue et reconnue dans le monde de la tech et de l'intelligence artificielle depuis de très nombreuses années, qui est un bon client, comme on dit nous, en tant que journaliste, qui a toujours des punchlines, qui raconte des choses toujours passionnantes sur l'intelligence artificielle. Il sera avec nous lundi. Pourquoi ? Parce que Luc Julia, sans le vouloir, est au cœur d'une polémique qui a pris énormément d'ampleur cet été. Des youtubeurs, et certains qui ont du talent et qui, je ne remets pas là en cause le talent de ces youtubeurs et leur niveau de, on va dire, de connaissance dans l'intelligence artificielle. Et puis de décryptage aussi de ce qu'ils ont fait. On décidé de déstructurer un petit peu le personnage Luc Julia. C'est le moins qu'on puisse dire. Et de remettre en cause tout ce qu'il est, c'est-à-dire le co-créateur de Siri, le fait qu'ils disent que l'intelligence artificielle générative, l'intelligence artificielle n'existe pas, etc., etc. Et tu voulais nous en parler ce soir parce que, évidemment, tu as de manière très intelligente réagi à cette cabale contre Luc Julia, on peut le dire, c'est ça, en postant une vidéo qui a fait beaucoup réagir, et tu voulais nous en parler, et puis on en parlera tous les quatre ensemble après. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je suis un petit peu, moi, sorti de ma réserve habituelle. J'ai un peu pris parti, effectivement, pour Luc Julia, qui s'est retrouvé au cœur de cette polémique en plein été. Ça a démarré avec la vidéo dont tu parles. Il y a aussi une autre, il y a 2 ou 3 en réalité. Les réseaux sociaux ont amplifié le truc. Quelques médias, de grands médias comme Libération, ont aussi repris l'affaire. Ça fait beaucoup de bruit et en gros c'est une entreprise de démolissage de Luc Julia sur ses compétences, son CV, son parcours et du coup tout ce qu'il a pu dire. Le point de départ c'était son audition devant une commission du Sénat. Que j'ai regardé évidemment avant cette polémique. Et moi, je l'avais trouvé excellent. C'était du Luc Julia. C'était du Luc Julia dans le texte. Voilà qui démocratise une technologie très complexe pour que tout le monde puisse la comprendre. Exactement. Qui dédramatise aussi... alors, c'est peut-être aussi ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est la question qu'on lui posera lundi. Mais je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, peut-être commençons par celui-là, c'est comment on présente Luc Julia. Parce que c'était la polémique aussi. Co-créateur de Siri. Ouais. Parce que c'est ce qu'il y avait sur ses bouquins depuis son premier livre paru en 2019. Et si on creuse, etc., ce qui a été fait dans la vidéo en question, eh bien... De Monsieur Phi, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Qui normalement, qui est prof de philo. Mais qui s'intéresse aussi à ça. Voilà, exactement. Et le truc, c'est de dire, il n'est pas vraiment créateur de Siri. Alors, on va pas refaire toute l'histoire, parce que c'est trop compliqué. Alors, moi, il se trouve que juste avant de venir, là, ce soir, je viens de faire 40 minutes d'enregistrement avec Luc Julia, que je vais diffuser samedi dans Monde Numérique, et aussi la semaine prochaine en intégralité, où on reprend tous ces trucs-là, tout le détail, point par point, etc. Il y a... est-ce qu'il est co-créateur de Siri ou pas ? Lui, il maintient que oui, et il explique pourquoi.
pourquoi, voilà, et il répond point par point aux arguments de Monsieur Phi. Il y a aussi le fait que dans ses conférences et aussi dans sa fameuse audition au Sénat, il donne des chiffres, il cite des études que les puristes, mais qui sont ces puristes? Ce sont des professionnels, des gens qui travaillent et qui sont très en prise avec les LLM et tous les outils d'intelligence artificielle générative actuels, et qui disent non, là il s'est trompé, le chiffre est trop vieux, ce truc-là est pas juste, c'est pas la bonne étude, voilà, et qui donc point par point le démolissent. Et moi la vidéo que j'ai faite, c'était un peu pour dire c'est vrai, il y a des choses qui sont pas tout à fait exactes. C'est-à-dire qu'à vouloir peut-être trop simplifier, schématiser, c'est un vulgarisateur, Julien. Le message, est-ce qu'il ne s'inscrivait pas en faux sur certains vulgarisateur messages. Quand il s'adresse au grand public, tout ça, sinon c'est quand même je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une première qui a été la médiatisation. On a créé, et les médias ont créé aussi le mythe Luc Julia. Moi je me souviens du ORLM qu'on a fait avec Frigara il y a 8 ans, où il était en plateau avec nous, et je me souviens, il disait c'était ça titré le créateur de Siri, etc. Et quand on lui posait la question, il disait, je l'ai repris, je l'ai réécouté juste avant de venir. Et il dit clairement, il répond à Olivier, non, j'étais même pas là quand ils ont racheté la boîte. Et c'est Steve Jobs qui voulait là. Il le dit bien. Et on en remet. Mais en revanche, il a travaillé à l'élaboration de Siri sur l'iPhone. Et il était dans l'équipe. Oui, bien sûr. Il était dans l'équipe. Mais il dit, je n'étais même pas. Il le dit texto. Il dit, je n'étais pas fondateur de la boîte, machin. J'ai été là dans l'équipe que Steve Jobs. Non, mais en fait, quand on dit co-créateur, il était dans la sphère Siri, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais il n'apparaît pas dans l'organigramme d'Apple avant 2011, novembre, je crois, alors que Siri a été lancé en octobre 2011. Mais si on rentre dans les détails, et alors je ne sais pas pour renvoyer sur l'interview que j'ai faite de lui, mais qu'on écoute ce week-end. Mais tout est cohérent. Je veux dire, tout tient la route. Il reconnaît un seul truc. Je vais poser la question ce soir. Il emploie dans ses conférences et devant le Sénat le mot, il parle à un moment de la puissance de GPT, de ChatGPT, et il dit c'est, je ne sais plus combien, 1200 milliards de données, et en fait c'est des paramètres. Putain, mais ok, c'est vrai, il dit c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais moi j'ai choisi de parler de données parce que je m'adresse à un grand public, et si tu commences à parler de paramètres, il faut expliquer 15 000 trucs derrière, et ça s'appelle plus de la vulgarisation. Et ça, il dit, maintenant je ne dirai plus jamais paramètres, je dirai plus jamais données, je dirai paramètres. Voilà, mais tout le reste est parfaitement cohérent. Alors, à écouter, évidemment, sur Monde Numérique, ça sera ce week-end. Et puis on va en parler ensemble également dans le grand débrief avec toi, François. Je suis mon invité dans ton podcast demain. Et on en reparlera lundi, puisque Luc sera avec nous en direct. Non, mais il vous redira tout ça, point par point. Est-ce qu'il aurait dû aller au Sénat ? Mais pourquoi ça ? Mais Laurent Alexandre y est allé, enfin la représentation nationale et plein de gens. Est-ce que ce sont des vrais représentants de l'IA ? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je ne comprends pas cette chose. Je pense que c'est un bon porte-parole de l'IA. Mais exactement, tu crois que les sénateurs ne comprennent rien à ce truc ? Ils ne comprennent rien. Qui les empêche maintenant de recevoir un Yann Lequin, un je ne sais pas qui, ou un Alain Aspect pour parler du code ? Il est visible. Il est visible. Tu as besoin de quelqu'un qui débroussaille le terrain, et ensuite tu peux aller plus loin avec d'autres experts. Voilà, c'est un sujet qui passionne et on pourra en parler pendant des heures. Non, ce qui est moche, c'est qu'il y a eu vraiment un truc de dégommage un peu facile, sans lui donner la parole. Les haters se sont lâchés. Oui. Bon, on en reparlera lundi soir avec le principal protagoniste de cette histoire, puisque lui sera avec nous. Très belle soirée, merci de nous avoir suivis, merci à Fanny, merci à Jérôme, merci à Fred. On sera là demain soir dès 19h30 pour Tech & Co, la quotidienne, bien sûr. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.